Bonjour, merci à tous de nous avoir rejoints pour ce deuxième AREP Talk. Après nous être interrogés sur la mobilité la dernière fois, nous abordons aujourd'hui la question du rôle de l'architecture dans la transition vers un monde post-carbone. Cette conférence s'intitule « Manière d'habiter, manière d'exister, penser les métamorphoses à venir ». Nous vous proposons de réfléchir à quelles échelles peut s'inventer un monde post-carbone. Avant d'ouvrir la discussion, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous plonger dans le premier numéro de la revue Post, édité par l'AREP, qui est ici. C'est un magnifique ouvrage qui met en lumière une multitude d'acteurs et de penseurs qui nous aident à imaginer les fondations d'un monde capable de faire face à l'urgence climatique. C'est une urgence qui a été rendue encore plus prégnante qu'avec la crise du Covid que nous venons de traverser. Avec cette crise, on l'a vu, les sociétés, la nôtre, les sociétés européennes ont été bouleversées à tous les niveaux. Les confinements successifs nous ont obligés à repenser nos modes de vie, nos façons de travailler, de nous déplacer. L'espace domestique a pris une importance inédite, devenant le principal lieu de vie et de travail pour une majorité d'entre nous. Le besoin d'espace et de connexion à la nature aussi a pris une importance nouvelle. Cette crise nous a aussi obligés à repenser la nature de nos liens, de nos dépendances, de nos priorités. Elle a donné à des questions fondamentales une acuité nouvelle. Comment mieux habiter nos existences, alors, à l'échelle individuelle et à l'échelle collective? Comment changer nos modes de vie pour œuvrer à un monde plus respectueux de l'environnement et plus solidaire aussi? Comment composer avec nos vulnérabilités sociales, climatiques, politiques? Les acteurs de l'architecture et de l'urbanisme ont une place centrale dans cette réflexion. L'architecture comme discipline s'est emparée de ces questions il y a bien longtemps, en tentant d'agir sur les différentes échelles de nos existences. Celle de la métropole, celle de la ville, en n'oubliant pas les territoires, les quartiers, l'échelle du bâtiment ou encore celle du mobilier urbain. La métropole, autrefois considérée comme modèle de développement dans un monde globalisé, est aujourd'hui questionnée dans son mode de fonctionnement. Lieu d'innovation, de connexions multiples, de richesse économique, sociale, culturelle, elle apparaît aussi à beaucoup aujourd'hui comme un modèle dépassé, trop éloigné de l'échelle humaine, trop pollué ou trop énergivore. Aujourd'hui sort le dernier volet du rapport du GIEC qui nous enjoint à inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025, c'est-à-dire dans 3 ans. Dans ces conditions, comment peut-on penser à nouveau frais les liens entre nos manières d'habiter, de faire vivre notre économie et de refonder les conditions d'un vivre ensemble soutenable mais aussi désirable? Si les métropoles telles que nous les connaissons sont jugées insuffisantes pour porter des mutations nécessaires, à quelles échelles alors peut s'inventer ce monde post-carbone? Pour apporter des éléments de réponse, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui dans les locaux d'AREP la philosophe et psychosociologue Chris Younes et l'architecte Jean-Baptiste Marie. Chris Younes, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École spéciale d'architecture. Vous êtes fondatrice et membre du laboratoire GERFO, qui est un laboratoire interdisciplinaire qui fait travailler ensemble des chercheurs en architecture, en philosophie, en urbanisme. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et le dernier en date s'appelle « L'architecture de l'existence », publié en 2018. Vous explorez dans cet ouvrage les liens étroits entre l'éthique, l'esthétique et le politique dans l'œuvre de l'architecte. Cette réflexion, c'est aussi celle qui nourrit vos travaux, bien sûr, Jean-Baptiste Marie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, à Clermont-Ferrand également et à l'École de Normandie. Vous êtes directeur de l'Europe des projets architecturaux et urbains et vous dirigez l'association Europan France. Vous êtes l'auteur, entre autres, de l'ouvrage Architectes et ingénieurs face au projet et notamment La ville face au changement climatique, paru en 2010, mais c'est encore d'actualité. Je vous propose à tous les deux de commencer cette réflexion en questionnant l'échelle de la métropole et en rappelant quelques données. Déjà, qu'est-ce que veut dire cette notion de post-carbone? Ça renvoie à l'idée d'une société qui a réussi à rompre sa dépendance par rapport à l'utilisation massive de ressources fossiles, pétrole, gaz, charbon. Et ce sont des ressources de plus en plus rares et coûteuses et qui, en plus, apparaissent comme des sources de risques majeurs pour l'environnement et le climat. Autre donnée significative, nous savons aujourd'hui que les 3/5 de l'humanité vit en ville, et notamment dans des aires métropolitaines. Une aire métropole, je crois que c'est, selon la définition de l'ONU, c'est 8 millions d'habitants minimum.
Aujourd'hui, ces métropoles sont responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Ces faits nous autorisent donc à interroger la métropole telle que nous la connaissons comme modèle de développement. Je vais vous donner d'abord la parole, Chris Younes, sur cette question. Vous vous interrogez depuis longtemps sur la place de l'habitat dans le déploiement de la vie humaine en général et sur les liens étroits entre habiter et exister. Alors, quelle réflexion vous inspire ces données? Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce modèle de la métropole? Est-ce qu'il est encore opérant? Est-ce qu'il faut renoncer au gigantisme pour espérer vivre dans un monde vivable? Bien, c'est vrai que c'est une question, comme vous venez de dresser le tableau, cette question, elle s'inscrit aujourd'hui parce qu'on se pose vraiment la question des conditions d'existence, en fait, dans la façon dont on habite la Terre. C'est-à-dire, d'un seul coup, on resitue le problème à l'échelle, en fait, d'une petite planète Terre dont on se demande, par rapport à toutes les raisons et toutes les causes, finalement, de vulnérabilité qui sont en jeu, si nos stratégies sont les plus adaptées, en fait. Je pense que si on repose cette question de la métropole aujourd'hui, c'est précisément parce qu'on est dans une période de grands troubles sur la façon d'habiter, de choisir des orientations. Et je pense que ces incertitudes, ces troubles nous remettent tous au travail. Ça, je voulais dire ça en premier. Et je trouve que le tableau que vous avez dressé correspond, je trouve, complètement à l'ampleur de la question des échelles des installations humaines. Alors, c'est sûr que si on regarde aujourd'hui comment on pose la question de la métropole, par rapport, par exemple, aux années 2000, où c'était quand même le grand boom en France, par exemple, si on prend des métropoles, et où on avait donc identifié un certain nombre de métropoles, 21 je crois, qui avaient finalement comme objectif de contribuer finalement à accompagner la globalisation, on peut dire, mais aussi le développement des territoires en les restructurant pour que ça corresponde à ces nouveaux enjeux, en fait, de déplacement, de production, etc. Alors, je trouve que c'est le tout métropole. Quelque part, à un moment, il y avait quelque part l'idée que la métropolisation était la réponse à tous les problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on sait que la métropolisation n'est qu'une facette de l'installation humaine et que le goût, on peut dire, le retour en fait de l'importance que prennent les lieux qui n'ont pas vraiment d'échelle d'une certaine manière. Si on prend ce bâtiment, c'est un lieu et peut-être à l'intérieur de l'ensemble de cet édifice, cet amphithéâtre est un lieu. C'est-à-dire que d'un seul coup, on recherche une mesure qui serait plus le gigantisme, la grande taille, parce que c'est vrai qu'une métropole, c'est pas simplement une grande taille, mais c'est quand même des nombres, comme vous l'avez dit. Et c'est se demander quelle est la bonne mesure pour faire établissement humain, sans perdre ce rapport, finalement, au petit humain. On parle Alto, le petit humain qui a une certaine taille, je ne sais pas quel est le plus grand et quel est le plus petit, mais grosso modo, un humain n'est pas très grand. Et donc, ça se ramène aussi à ce qu'on est capable, en tant qu'existence corporelle, à exister, finalement, à ressentir. Alors, je trouve que la métropolisation telle qu'elle se pose aujourd'hui, moi, ça m'intéresse beaucoup de la repenser un petit peu maison, métropole quelque part, vous voyez, maison, mégapole. C'est-à-dire un peu cette idée qu'il y a à la fois le lieu qui est le lieu du domestique et puis des échelles qui seraient des organisations qui seraient plus appropriées pour nous faire vivre ensemble. Alors, si je regarde, et pour avoir eu l'occasion de travailler en particulier un moment sur cette question de la métropolisation autour du Havre, par exemple, notamment avec Frédéric Bonnet, moi j'avais quand même, par les travaux que vous avez pu faire à ce moment-là, pu constater que la métropolisation, dans beaucoup de cas, elle n'a pas tenu ses promesses, dans la mesure où
beaucoup de... Quelque part, c'est un peu comme si, finalement, ça va repousser loin des centres de pouvoir, des centres de puissance, finalement, des faibles, les plus pauvres. Donc il y a quand même, quelque part, quelque chose qui posait problème. Et même si on regarde la métropolisation parisienne, eh bien, on va voir qu'évidemment, qui va pouvoir se retrouver au cœur, finalement, des lieux qui seront les lieux, comment dire, emblématiques, les lieux d'importance d'une métropole. Donc, je trouve très intéressant et très important qu'on se repose la question de la place des métropoles par rapport à toutes les autres possibilités d'établissement humain. Et ce que je considère qu'aujourd'hui, les questions qui sont posées, et en particulier l'augmentation de la pauvreté, de l'injustice, l'inéquité qui devient insupportable, et dont on avait vu à l'occasion des Gilets jaunes à quel point il y avait des choses à savoir écouter, à savoir entendre. Je trouve très intéressant qu'on rediscute de la taille des établissements humains et qu'on essaie de voir dans quelle mesure la métropolisation va pouvoir contribuer au développement finalement des territoires, mais sans asphyxier, sans faire que finalement il y aura quelques territoires qui seront emblématiques, qui concentreront finalement les puissances et qui finalement laisseront se développer d'autres formes de désert, d'autres formes de désertification. Donc je trouve que, et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une sorte d'équilibre qui est en train de se produire sur cette question des échelles, cette idée de revoir à quel point toutes les tailles des établissements humains nous sont précieuses. Depuis le bourg, le village, la petite, la moyenne ville, la grande ville, la métropole, vous voyez, c'est un peu tout ça. Je trouve que c'est dans ce contexte où comment est-ce qu'on va pouvoir habiter, coexister, en prenant au sérieux le fait qu'on a pris la mesure, et certainement pas assez, sur le fait que notre lot commun, c'est la vulnérabilité. Et que donc, il faut que ça soit pour tous, que tout le monde ait sa place dans les établissements humains. Donc, vous avez une notion qui est très, très belle, que vous développez dans votre livre Architecture de l'existence, c'est le couple monde-immonde, en fait, et l'immonde servant finalement à désigner tout ce qui est à travailler, tout ce qui est écarté pour faire place à l'harmonie, quelque chose qui serait de l'ordre de l'harmonie. C'est vrai que quelque part, c'est comment est-ce qu'on va avoir cette diversité d'établissements humains qui vont permettre de retrouver quelque part une façon, une diversité qui permettra à tout le monde de trouver quelque part maison ou place, ce serait plus juste, place sur terre à sa mesure et à la mesure de ses compagnonnages. Et c'est vrai que l'immonde, c'est vrai que d'un point de vue philosophique, le couple monde-immonde, ça nous parle, parce que quand on dit c'est immonde, on veut dire c'est atroce, c'est insupportable, c'est inhabitable, c'est même dégoûtant quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui nous repousse. Et l'immonde, c'est que ça ne fait pas monde, en fait. Et pour reprendre, moi c'est vrai que je suis une fan absolue de Hannah Arendt, parce que je trouve qu'elle nous a beaucoup aidés dans la condition de l'homme moderne, puis dans tous ses ouvrages, d'une certaine manière, à voir dans quelle mesure, en fait, le propre de l'humain peut-être, c'est de discuter de la politique, de ce qui va faire la cité, de comment est-ce qu'on va habiter le monde. Et donc, ce qui est immonde, c'est quand on ne peut plus faire cité ensemble, qu'on ne peut plus partager la terre. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre introduction, parce que je trouve que c'est vraiment habiter la terre, poser ce type de questions. Et la métropole est une des stratégies que les humains ont inventées pour faire face aux nouvelles conditions d'un monde mondialisé, globalisé. Mais l'espérance, c'est aussi de dire que, mais oui, mais pas que la métropole, parce que la métropole, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'exclusion.
Alors Jean-Baptiste Marie, vous avez beaucoup travaillé ces questions également, notamment via l'Observatoire, le POPSU, l'Observatoire des politiques publiques. Redites-moi. La plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Merci. En particulier le POPSU Métropole. Et donc, dans ce cadre-là, corrigez-moi si je me trompe, vous menez un programme de recherche-action sur 15 villes en France. Moi, j'ai noté un sondage qui indique que 54% des Franciliens se disent prêts à quitter la capitale, contre 38% l'année d'avant. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ces chiffres nous permettent d'abonder dans le sens de cette remise en question de la métropole, puisque même les habitants, en tout cas cette métropole francilienne, décident de partir? Alors, on pourra revenir sur la question de l'exode urbain. Peut-être quelques mots sur la question de la métropolisation et des métropoles. Donc, je crois que la critique, elle est vive, ça c'est un fait, elle s'installe, elle est forte, elle est prégnante. Les métropoles sont d'ailleurs qualifiées d'un manque de ruissellement, de concentration des richesses, des savoirs. Certains vont même jusqu'à la qualifier pour certaines de prédatrices vis-à-vis notamment de ces autres territoires, dans les relations de coopération qu'elles peuvent fusionner. Moi, sur cette vision-là, je me pose un peu en faux d'une certaine manière, parce que je pense que le modèle défini notamment à l'occasion de la loi MAPTAN, la loi NOTRe, les lois de 2014-2015, certes, elles sont imparfaites, mais elles ont vocation à construire aussi des solidarités territoriales et à penser les complémentarités. Et je crois que c'est sur cet axe-là qu'il faut aujourd'hui mettre l'accent, c'est la capacité relationnelle des métropoles à construire des dialogues, à construire des solidarités territoriales qui est attendue. Et elles le font concrètement parce qu'elles le font à travers des contrats de réciprocité, elles le font à travers, par exemple, des programmes alimentaires territoriaux. Je citerai pour exemple, le cas de Clermont-Ferrand ou de Nantes. Et dans ce contexte-là, on a bien des solidarités territoriales qui s'opèrent, qui se construisent. Alors, elles ne sont pas exemptes de critiques, il ne faut pas être naïf. Qu'est-ce que vous appelez solidarité territoriale? Solidarité territoriale, c'est se dire qu'il n'y a pas d'un côté les urbains qui habiteraient les espaces métropolitains dans un périmètre administratif et puis les autres, petites et moyennes villes, les territoires ruraux aux alentours. Il y a aujourd'hui des constructions de dialogue entre l'ensemble de ces territoires. Il est nécessaire de pouvoir construire aussi des systèmes territoriaux qui permettent ces dialogues. Et puis moi je crois qu'on est à une ère où il y a une crise sans précédent. Enfin, les métropoles, elles répondent particulièrement bien à la question de la crise. On y reviendra, mais je pense qu'il y a une crise économique qu'on a tous en tête, définie à partir de 2007, crise de subprime, crise climatique qui nous conduit à des objectifs quantifiables que globalement nous ne respectons jamais assez, crise sociale, ça a été rappelé, le mouvement des Gilets jaunes, qui est à mon sens même une crise des mobilités fondamentalement, qui était posée, une crise sanitaire sur la base de la zoonose qu'on a traversée, et puis aujourd'hui, crise du champ énergétique qui nous repose la relation aux matériaux, à la manière dont on va mobiliser la matière à l'échelle des territoires. 40% du pétrole en Europe est de provenance russe. Dans ce contexte-là, on a véritablement un enjeu en matière énergétique, en matière de mobilisation des matériaux qui nous impose de penser aussi différemment notre relation aux espaces métropolitains. Alors il y a des bifurcations qui s'opèrent, il y a des transitions. On voit apparaître par exemple l'urbanisme transitoire comme un des modèles opérants, une des nouvelles manières finalement de produire la ville. Bon, il est aussi ce modèle source parfois d'individualisme. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, même s'il a un caractère profondément sympathique. Il est aussi source parfois d'inconfort, ne répondant pas aux enjeux aussi de la transition écologique. Dans bon nombre de cas, je crois qu'il faut aussi le rappeler. Et puis, souvenons-nous de la règle, d'une certaine manière, allemande. Il n'y a rien de plus pérenne que l'éphémère. Et dans ce contexte-là, quel héritage, d'une certaine manière, l'urbanisme transitoire va pouvoir nous donner? Moi, pour terminer et pour répondre plus directement à votre question, je poserais vraiment l'idée qu'il y a
une inversion de la dépendance qui se pose. C'est-à-dire qu'on a souvent vu les espaces métropolitains, les petites et moyennes villes dépendant des espaces métropolitains. Aujourd'hui, face aux crises, face aux bifurcations, face aux transitions qu'on engage, on peut aussi faire une lecture inversée de ce contexte-là. C'était rappelé aussi par Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, sur cette inversion du regard, cette aussi capacité à regarder de part et d'autre les apports réciproques et puis à poser les enjeux de solidarité territoriale et les complémentarités. Donc c'est beaucoup une question de politique, en fait, de politique publique, d'organisation du territoire en faisant dialoguer tous les acteurs. Donc en fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas d'exode urbain à venir. Alors, le salut ne viendra pas de ce mouvement-là. Oui, alors sur l'exode urbain, quelques mots qu'on peut citer. On a mené une importante enquête dans le cadre de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines sur ce point. On relève en réalité qu'il s'agit plutôt de petits flux, mais qui ont des grands effets plutôt que d'importants flux. Je crois que c'est important de le rappeler. Deuxième élément saillant sur la question de l'exode urbain, c'est de se dire qu'on est plutôt dans le renforcement de phénomènes préexistants. D'accord. Phénomène 1, c'est la méga périurbanisation. D'accord, phénomène de desserrement, concentration autrefois en hypercentre-ville des habitants et dans ce contexte-là, on a un desserrement du territoire et plutôt l'installation dans les premières couronnes, deuxième couronne et donc une méga périurbanisation, notamment du grand périurbain, campagnes urbaines. Desserrement donc urbain. Deuxième élément, c'est effondrement, notamment, et vous l'évoquiez sur la sphère parisienne, du commerce, du petit commerce et le renforcement des livraisons à domicile, qui est un des points importants, avec bien évidemment derrière ça des enjeux de logistique, de gestion du dernier kilomètre, et puis un renforcement des littoraux. Alors tout ça est bien évidemment était déjà présent en réalité avant la crise de la Covid-19. Et en réalité qu'un renforcement qu'on a. Alors avec l'explosion de la Bretagne, la côte basque qui bien évidemment récupère aussi de nombreux travailleurs. Et dans ce contexte-là, il y a deux phénomènes qui sont quand même importants. Un, la généralisation du télétravail. Bon, ça, on l'avait bien repéré dans ce contexte-là. Je rappellerai néanmoins qu'elle touche que 23% des cadres en 2021 qui travaillent par cet intermédiaire. Et puis, le logement qui va évoluer avec une bi-tri-résidentialité qui devient bien évidemment pour certains de ces cadres une règle, un nouveau modus operandi, un nouveau mode de vie qui s'institue. Et puis, aussi pour, par exemple, les pré-retraités, de nouveaux modes d'action, de vie, quitter la capitale, quitter des grandes villes pour aller rechercher des aménités fortes avec des territoires plus en lien avec les enjeux de nature, mais en même temps, ils vont rechercher des équipements sanitaires, des équipements médicaux et ils vont bien évidemment participer à l'échauffement d'un certain nombre de marchés dans ce contexte-là. Et puis, bien évidemment, avec des phénomènes de navetteurs extrêmement importants et puis la bi-résidentialité. Donc, pour le résumer, sur la question de l'exode urbain, c'est plutôt dire petits flux, grands effets, d'une certaine manière, plutôt qu'effet de masse et massif d'un exode urbain national. D'accord. Et alors, quand on préparait cette rencontre, vous m'avez cité plusieurs villes qui vous semblent être particulièrement exemplaires dans leur politique de transition vers un monde post-carbone. Je pense à la ville de Rouen ou la ville de Dijon. Est-ce que vous avez envie de peut-être nous donner quelques exemples concrets de ce qui s'y fait ? Oui, la question de la transition écologique, la question de la prise en compte de la post-carbone, bien évidemment, de très nombreuses villes s'en sont emparées. Après, tout est la question de comment on place le curseur dans le cadre de ces stratégies. Bon, à Rouen, on a bien sûr les accords de Rouen, des suites notamment de la COP21 qui avait été mise en place. Cet accord de la COP21 locale, des accords de Rouen pour le climat, ça réunit bien sûr entreprises, la collectivité, les
associations, les citoyens qui sont mobilisés dans le but de réfléchir aussi tous collectivement à l'évolution de la métropole. Ils ont l'engagement des élus d'être 100% sur de l'énergie renouvelable et de la rénovation dans le parc immobilier d'ici 2050. C'est vraiment l'objectif qu'ils se constituent. Et on voit bien que c'est une stratégie, bien évidemment, qui les différencie à l'échelle du territoire. On pourrait évoquer Dijon, vous en parliez. Il y a une tension sur Dijon qui est assez intéressante, qui est plutôt en référence même à une critique associée à la Smart City qu'on avait vu développer, entre une vision de l'habitat du numérique et de l'individu. C'est-à-dire vraiment de pouvoir faire croiser transition numérique et transition environnementale l'un avec l'autre, comme si elles ne s'opposaient pas l'une de l'autre, mais qu'elles viennent en complémentarité. Et ils ont mis en place, par exemple, un certain nombre de capteurs connectés de qualité de l'air, et dans le cadre notamment de la plateforme d'observation des projets des stratégies urbaines, qui permettent de définir les concentrations de particules fines et ultra fines à l'échelle du territoire, et bien évidemment de pouvoir y répondre une meilleure qualité de vie en fonction de ces pics de chaleur, avec bien évidemment une maquette numérique qui a été développée, mise en œuvre dans la perspective de pouvoir éclairer l'action publique, l'action des décideurs. On l'a vu sur la pollution, on le voit aussi sur les îlots de chaleur urbains, par exemple, qui sont explorés dans ce contexte-là. Voilà. Et ça, je cite Rouen, je cite Dijon, on aurait pu citer également Grenoble, en réalité, qui met en œuvre aussi des stratégies extrêmement intéressantes, notamment dans ses politiques publiques, la métropole et sa relation à la montagne, à la question paysagère, la connexion qu'ils peuvent engager aussi avec les parcs naturels régionaux. Peut-être une idée qui est de dire que les métropoles, elles ont cette capacité aussi à tisser du lien. Encore une fois, elles ne sont pas toutes prédatrices, elles ont une capacité relationnelle, et c'est bien ça qu'il faut essayer de cultiver, c'est cette complémentarité territoriale. Oui, on le voit, la question, ce n'est pas d'abandonner le modèle de la métropole, c'est plutôt de le repenser et puis d'essayer de comprendre que ce qui se joue, c'est un combat pour une meilleure habitabilité de la ville, plutôt qu'une sortie de la ville. Alors, pour y parvenir, il y a un très bon article dans la revue Post sur les utopies qui nous aident à penser le monde d'après. Et j'aimerais peut-être vous donner la parole sur cette question, Chris Younes. De quelles inspirations on peut se nourrir, de quelles initiatives, de quels scénarios pour penser à d'autres échelles quand même de la métropole, parce qu'il se passe énormément de choses dans les villes moyennes, dans les territoires ruraux, dans les villages. Autant d'espaces qui proposent d'autres façons d'habiter quand même. Est-ce qu'on peut du coup peut-être se pencher sur ces autres façons d'habiter pour voir comment on peut nourrir la réflexion sur la ville? Je pense notamment à la question de la taille. Vous parliez de mesures et je pense aux travaux du philosophe Olivier Rey, qui sont cités dans la revue Post, qui écrit dans son ouvrage Une question de taille. En fait, il propose de réhabiliter les petites villes anciennes qui sont bâties avec des matériaux locaux, selon la configuration des lieux. Et il oppose ces petites villes anciennes aux cités modernes qui, je le cite, pourraient s'étendre comme des flaques de sauce jusqu'à l'infini. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas envie d'habiter une flaque qui s'étend jusqu'à l'infini. Et je trouve que c'est une formule qui nous parle bien, parce que c'est vrai que l'utopie, pour moi, je pense qu'on rentre un peu... c'est Ricoeur qui disait qu'il y a des époques qui appellent l'utopie. Et il écrivait ça il y a une vingtaine d'années pour dire notre époque l'appelle. Moi, je pense que là, vraiment aujourd'hui, au cœur de cette urgence climatique, au cœur de la 6e extinction des espèces, en fait, bref, de tout et puis aussi de cette grande pauvreté qui augmente et de ces grandes inégalités, je pense qu'on a besoin d'imaginer d'autres possibles. Oui, vous liez toujours le social et l'environnemental. Pour moi, c'est absolument clé. Je pense que les utopies du deuxième type, c'est précisément, c'est l'hypothèse que je fais, qu'on est entré dans un âge pour un nouveau type d'utopie. Les premières utopies,
elles étaient intéressantes, on les connaît, même celle de Thomas More notamment, hein, mais toutes celles qu'on connaît. La plupart du temps, c'était des utopies qui travaillaient sur le gouvernement des humains entre eux, pour essayer de trouver une façon finalement de vivre, hein, de la naissance à la mort et à la transmission. Je pense qu'il y a une nouvelle catégorie d'utopie. Nous sommes à l'âge de nouvelles catégories d'utopie qui seront des utopies où le rapport à la nature vivante, au vivant, au végétal, à l'animal, va prendre aux éléments que sont l'eau, au cycle de la nature, hein, les cycles de la nature qui quelque part accompagnent nos propres cycles de vie, deviennent absolument déterminants. Et donc je pense que ces utopies, on commence à les percevoir aujourd'hui. On voit beaucoup d'artistes s'intéressent à la façon, où la philosophie s'intéresse aussi, comment est-ce qu'on introduit une pensée de l'arbre, de l'animal domestique, de l'animal sauvage, etc. Pourquoi ? Pour non seulement aller à la rencontre de ce qu'on aurait perdu, mais c'est vrai, c'est d'ailleurs le cas aussi, mais c'est aussi pour cultiver de nouvelles sensibilités, de nouvelles capacités à nous donner le désir et l'espérance de pouvoir faire autrement que d'être enfermé dans un carcan assez infernal où en fait, quelque part, la machine va décider pour nous et où en fait, chacun se sent dépossédé de ses marges de manœuvre. Donc moi, je trouve que ces utopies-là, elles sont extrêmement intéressantes parce que c'est d'autres façons de se projeter vers justement une façon d'habiter de façon avec beaucoup plus de soin. Moi, je pense que toutes les éthiques du care aujourd'hui ont beaucoup d'importance. Ce n'est pas un hasard si elles prennent de l'importance. Beaucoup de mouvements féministes, notamment américains, mais aussi européens, puisqu'il y a vraiment beaucoup de mouvements dans ce domaine, mais qui, quelque part, remettent la question du soin plutôt que la maîtrise. Et c'est vrai que je pense qu'on quitte une période, on quitte un âge de la fabrique des établissements humains qui était basé sur une volonté de puissance, de maîtrise, je pense même une arrogance dans la façon de puiser dans les ressources dont on a hérité après des millénaires, et ont artificialisé les sols. Et nous ont rendu quelque part aussi incompétents dans notre propre milieu de vie ordinaire, voyez, qui fait que les utopies, c'est comment est-ce qu'on peut se redonner finalement une façon d'être beaucoup plus attentif, beaucoup plus soigneux de ce qui vit autour de nous. On va le prendre en considération et on va essayer, alors évidemment ça paraît naïf, mais j'adore ces naïvetés, de se dire que, ben oui, l'empathie, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être bien, c'est-à-dire que je peux ressentir en tant qu'humain, il semble que même les arbres en sont capables, les animaux c'est sûr aussi, de certaine manière, c'est-à-dire que je suis capable de ressentir ce que d'autres éprouvent parce que c'est très dur ce qu'ils sont en train de vivre. C'est-à-dire que je peux me sentir concernée. Quand je parle de moi, je veux dire tout un chacun, tout être humain. Et donc, c'est d'un seul coup un autre, vous voyez, c'est une autre utopie. C'est-à-dire qu'on imagine, après tout, de même que Darwin avait mis en évidence que dans son travail qu'il a fait au XIXe siècle, finalement, qu'il y avait beaucoup de compétition entre les espèces et que les plus fortes veulent gagner, ça, on est d'accord. Mais il n'a pas dit que ça non plus, Darwin. Il avait dit aussi, il y a de la coopération entre les espèces. Et donc, d'un seul coup, se dit, pourquoi avoir privilégié que la domination ? Pourquoi avoir privilégié que la compétition ? Pourquoi ne pas se dire, mais oui, face à nos fragilités, à nos vulnérabilités, et à ce qui nous attend aujourd'hui, à savoir, on le sait, c'est inexorable, quelles que soient toutes les bonnes attitudes que nous allons développer, et j'espère que notre intelligence collective, pour limiter les dégâts, mais nous entrons dans une période très difficile, de forte migration, d'augmentation du niveau de mer, etc. Donc, c'est les solidarités vraiment qui sont en jeu, c'est les coopérations. Et est-ce que ce sera la compétition qui va nous sauver collectivement ? Moi, je ne crois pas.
Je crois qu'on en arrive, vous voyez, et je pense que c'est une utopie. Je pense que les éthiques du Caire participent de construire de nouvelles possibilités qui sont basées sur des attitudes, mais ethos, manière de se comporter vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire, on va refaire la part des choses, et ce ne sera pas un individualisme forcené qui était porté par un certain capitalisme forcené, et qui a construit finalement une déliaison. Et tout à l'heure, Jean-Baptiste Marie insistait sur l'importance de relier les choses. C'est la base des métamorphoses. Les utopies, quelqu'un comme Edgar Morin, qu'en général tout le monde aime, j'en fais partie, parce qu'il a traversé le temps, des engagements politiques, il a reconnu des fois des fausses pistes dont il s'est dégagé. Il est centenaire avec encore une envie d'éveiller les consciences et de dire qu'il faut écologiser les esprits. Écologiser, les métamorphoses, elles vont passer par une autre forme d'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire, une écologie autre que scientifique, dont on a bien besoin aussi? Mais si on prend l'écologie version Guattari, qui est un peu une écosophie, eh bien, c'est une écologie, en fait, basée sur la relation, et où le rapport avec l'environnemental, le social et le mental sont indissociables. Et ça, je pense que ça fait partie des utopies qui nous donnent un peu un sentiment de peut-être pouvoir rebondir, pouvoir repartir face à un épuisement généralisé. Parce que Beckett, qui est quand même un auteur particulièrement important, je pense, du XXe siècle, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, et le philosophe Deleuze l'a bien mis en évidence, c'est de montrer comment il y avait un épuisement des possibles dans une certaine type de société, qui était effectivement très individualiste, très compétitive, non respectueuse de ces milieux. Vous parlez de neutralisation des lieux. De neutralisation des lieux, de neutralisation, de destruction des écosystèmes, en fait tout ce dont on hérite. Et je pense que le rebond... Pardon. Non, allez-y. Et ce que je voulais dire, c'est que plutôt que... Voilà, Beckett, il nous a parlé d'un épuisement. Eh bien, c'est vrai que quelqu'un comme Morin, il y en a beaucoup d'autres, je pense que quelqu'un comme Le Clésio dans la littérature en fait partie, c'est-à-dire qu'il est possible d'habiter et de cohabiter autrement. Il y a des conditions d'existence d'un autre ordre, mais elles sont basées sur de l'interdépendance. Et donc sur la capacité de partager. Et du point de vue des établissements humains, c'est fondamental. Parce que aller à l'encontre des mondes fermés, des quartiers fermés, les fameuses gated communities, aller à l'encontre de la confiscation des places, aller à l'encontre de la privatisation des rues. Oui, c'est réirriguer finalement l'espace des établissements humains, que ce soit le village ou la grande ville. C'est des lieux où on va pouvoir se retrouver, qu'on va pouvoir partager, on ne sera pas simplement enfermé dedans. Donc ces utopies, elles sont basées vraiment sur la relation, sur l'ouverture et sur un autre état d'esprit. Et je pense que c'est un état d'esprit où la question du soin, c'est un nouvel âge. Le soin du vivant, le soin des ressources dont on a hérité. Gilles Clément nous explique à quel point, lui en tant que jardinier, puisqu'il se présente plus comme un jardinier que comme un paysagiste, la couche très fine de sol fertile, qui est vitale pour tout ce qui vit sur Terre, eh bien, elle a mis des millénaires pour se constituer, et actuellement, nous l'avons artificialisée, nous l'avons asphyxiée. C'est les nouvelles utopies, c'est finalement repenser aussi des paysages nourriciers. Est-ce que ce n'est pas ce genre de réflexion et de solution que nous propose le courant qu'on appelle biorégionalisme? Peut-être Jean-Baptiste Marie, vous avez des éléments de réponse à nous apporter? Oui, alors la biorégion et l'école des territorialistes, plus globalement, d'ailleurs américains comme l'école des territorialistes italiens, à travers la figure tutélaire d'Alberto Maniaghi, est extrêmement clé et importante, mais est très bien développée d'ailleurs dans la revue Post. Sur ce point, dans son articulation, dans sa complexité de compréhension, moi je trouve que ce qui est la création nouvelle, c'est la naissance du projet de territoire,
qui émergent. C'est-à-dire que, puisqu'on parlait d'échelle d'intervention, on a connu pendant des années le projet d'architecture qui était défini avec ses codes, la naissance du projet urbain. On est au tournant des années 80 avec cette identification d'ailleurs du projet à la française avec ses attributs, ses codes, développés même avec des outils. On pense au plan guide par exemple qui ont été très marquants. Je pense que le tournant qu'on est en train de vivre, c'est vraiment la naissance du projet de territoire qui est en train de s'instituer, de se créer, de se mettre en place et qui appelle justement un dialogue fort entre les différentes échelles. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une logique d'articulation des échelles les unes avec les autres, on est dans une logique d'association de ces échelles, de comment on va pouvoir les faire dialoguer, les compléter dans ce contexte-là, y compris jusqu'à la plus petite échelle, et vous le rappeliez en introduction, qui est l'échelle de l'édifice, c'est l'échelle de l'architecture. Je crois que fondamentalement, l'architecture n'est pas que celle qui se trouve dans les grandes villes. Les petites villes ont une capacité à produire une qualité architecturale, une écriture d'architecture particulièrement forte. Le fort villageois de Plauzat par Boris Boucher, Plorin-les-Morlaix avec Philippe Madec sont deux figures, par exemple, qui montrent qu'une qualité architecturale peut être prise en considération dans le cadre de petites villes. Et puis, cette idée, en réalité, de la figure territoriale et de l'approche par les territorialistes, on pourrait dire que c'est d'abord un changement d'intervention d'échelle, d'accord, une échelle beaucoup plus vaste qui se met en place avec une vision plus extensive des traditionnelles frontières administratives que constituent les périmètres des territoires très définis. On va pouvoir être plutôt à l'échelle de la géographie, de la chevelure hydrographique, celle de son paysage, des structures et des entités paysagères qui vont être prises en considération. C'est, deuxième élément, la relation plus étroite entre l'homme et le vivant aussi qui se pose dans ce contexte de cette vision des territoires. Et puis c'est le recours enfin aux filières locales, l'inscription dans un système socio-économique territorial et son identification, quelles sont les ressources, puisqu'il ne s'agit pas non plus d'épuiser un territoire dans la mutation et dans la transformation. Et puis c'est reconsidérer ce qui est existant sans pour autant faire du régionalisme, c'est apporter un regard bienveillant sur l'existant en proposant de réhabiliter plus souvent, en déconstruisant peut-être moins fréquemment. Et puis, c'est affirmer d'une certaine manière aussi, bien souvent, l'enjeu de la réhabilitation. L'enjeu parfois de faire plus avec moins, c'est aussi l'enjeu parfois de savoir soustraire, pour reprendre les mots et les termes de Simon Tessou, qui est architecte, intervenant notamment dans le Cantal, et il explique très bien cette position particulière qui vise à travailler sur la soustraction, c'est-à-dire redonner des vues dans un territoire rural, redonner des aménités environnementales dans un bourg avec une forme de densité relativement établi, et donc de redonner un jardin, un espace public sur un espace qui ne présentait plus de qualité architecturale. Christiunès, vous Je voulais bien justement pour aller justement dans le sens de ce qui va être dit sur la question. Je pense que l'échelle de la biorégion, elle a été très importante, elle continue à l'être, parce que finalement la région, on l'a souvent pensée comme une instance administrative. Ouais. Alors justement, ce que Jean-Baptiste Marie vient de rappeler, finalement tout le mouvement biorégionaliste, qu'il soit américain ou européen, il remet le bio, c'est-à-dire le vivant, au cœur de la question. Et c'est vrai qu'il l'a mis en mettant l'accent beaucoup sur la géographie, sur justement cette dimension finalement vivante d'une région, et donc très spécifique. Et ce que je trouve très très fort, et ce qui je pense a fait que ça a créé un mouvement, beaucoup de gens se sont identifiés ou ont voulu s'identifier à un mouvement territorialiste, c'est que ça va être singulier. Il y aura des régions, il y aura des principes communs, mais elles seront à chaque fois différentes. Et ce sera à chaque fois une rencontre entre une géographie, une géologie, une très longue histoire, mais aussi une culture.
c'est ça qui est formidable, avec deux interprétations, c'est vrai, très différentes, suivant que c'est version, je dirais, américaine ou version européenne. Mais ça a été une entrée très importante finalement de la question du vivant par l'intermédiaire de la région. Et donc, c'est une des échelles qui sont intéressantes. Mais moi, je suis complètement d'accord avec le fait que on a réouvert finalement à la région pour te donner des périmètres de réflexion qui seraient plus appropriés pour comprendre là où on habite, là où on vit, là où on va s'établir. Mais en fait, souvent, on va aussi revenir à des lieux beaucoup plus précis, beaucoup plus ponctuels, parce qu'en fait, même si pour comprendre les flux, les grands développements, il faut comprendre des logiques à l'échelle régionale, et pas que d'ailleurs, mais ça va être aussi de revenir à des échelles plus intimes. Donc c'est tout ce travail. C'est vrai que la question, je trouve que d'avoir démarré par cette question des échelles, c'est vraiment, vraiment fort, parce que c'est au cœur de la question architecturale, urbaine, paysagère et existentielle. Vous parlez de l'importance du sur-mesure et du situationnel, en fait, partir de la... Ouais. C'est complètement situé, c'est situé, c'est un lieu. Et si on va se situer, on va parler de tous les lieux. Où est-ce qu'on est né? Où est-ce qu'on est allé à l'école? Où est-ce qu'on continue? On va peut-être élever ses enfants? Où est-ce qu'on va décider si on ne se fait pas incinérer? Où est-ce qu'on va mettre quelque part sa dépouille? Ou autre. Vous voyez, tout ça, c'est quelque chose de très, très limité sur la planète, en fait. C'est-à-dire que on a une intelligence des grandes échelles, mais on a une expérience des petites échelles. Et je crois que c'est ce mariage entre l'existentiel, c'est-à-dire l'expérientiel, avec l'intelligence. Et je pense que tout ce travail qui est fait aujourd'hui, qui est rappelé là, dans tout ce travail qui est fait par les chercheurs, c'est aussi pour essayer de mieux comprendre comment tous ces éléments, toutes ces échelles, elles s'interagissent entre elles. Mais c'est frappant de voir que on a quitté un peu, on a vraiment quitté la petite échelle. Et c'est vrai, quand on parlait de la mégapole et la mégalopole même, quelque part, on quittait la petite échelle. Aujourd'hui, on la retrouve parce que c'est l'échelle de l'existence de tout vivant, en fait. Il est très limité dans ses déplacements et dans sa propre histoire, même s'il a un pouvoir d'habiter la Terre et même plus, Mars, la Lune, il a ce pouvoir. Notre imagination, notre imaginaire n'a pas de limite. Et c'est génial de voir à quel point la nouvelle génération d'étudiants, elle a envie de suivre des gens comme Morin, à savoir comment est-ce qu'on va imaginer d'écologiser notre façon de vivre et donc d'imaginer d'autres façons de faire qui seront beaucoup plus attentives à la fragilité des milieux de vie et beaucoup plus attentives aussi au partage. Je vois que l'UIA vient de lancer un grand concours, un grand appel d'offres de recherche. Je trouve que c'est super qu'ils aient fait ça, sur le fait qui est vraiment basé pour tous. Pour tous, vous voyez, pour tous. Parce que c'est ça le problème quand même. On en est vraiment un problème. On ne peut plus continuer. Enfin, moi, personnellement, plus le temps passe, plus je me sens concernée, plus j'ai envie encore de bosser encore et encore pour prendre la mesure du fait qu'on avait on a été pour l'émancipation, l'individuation. Ça a tourné à de l'individualisme dans beaucoup de cas, du repli sur l'entre-soi. Voilà, il va falloir imaginer d'autres possibles. Je pense que c'est vraiment notre génération. Moi, quand je dis notre génération, c'est tout âge confondu. Je ne partage pas du tout l'avis des gens qui disent « Ouais, non, c'est à vous les jeunes, à vous d'y aller ». Non, non, tant qu'on est sur Terre, on est dans le même bateau, comme dirait Sloterdijk. Je vois que l'heure tourne. On vous écouterait encore de nombreuses minutes, Chris Younes. Peut-être qu'il est temps de passer la parole aux questions du public. En tout cas, déjà, je voudrais vous remercier de l'échange que vous nous avez proposé. Vous nous montrez que loin de condamner en bloc une échelle, il s'agit plutôt de montrer comment on s'appuie sur des dynamiques à l'œuvre à toutes les échelles pour penser un futur possible. Chris Younes, dans votre dernier ouvrage, vous citez Benoît Goetz qui
qui parle d'un art de la ville. C'est sûrement une bonne, peut-être une jolie notion pour Oui, c'est vrai. penser C'est vrai que comment imaginer Oui, c'est vrai que la ville, ça a été une invention humaine extraordinaire. Elle a été cette idée que pour vivre, pour survivre. Enfin, c'est ça le paradoxe. Vous voyez, c'est le paradoxe des choses. C'est que la ville, elle a été inventée par les humains pour survivre. C'est se mettre ensemble pour arriver à faire face à la vulnérabilité, à la fragilité, à la faim, à l'attaque, aux attaques. Enfin, la ville, c'est une magnifique invention humaine. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il faut réinventer un art de faire ville, parce que il y a toute une forme d'urbanisation qui est extrêmement nocive, en fait. Puisque c'est pas pour rien... on le voit dans le numéro, là, de ce premier numéro post-carbone, c'est l'artificialisation qui gagne du terrain. Ça accompagne l'urbanisation. D'ailleurs, ça accompagne les moyennes villes, comme les grandes villes, comme les petites villes. C'est-à-dire que le fait que l'art de faire ville, ça va quand même être beaucoup de soigner, de prendre soin de ce qui est vivant, en fait, et de ce dont on hérite. Et donc, quelque part, on n'est pas du tout dans un mental sur la tabula rasa. On est quand même d'imaginer à partir de l'existant. Parce que tout ce qui est là, quelque part, on va pouvoir le transformer, on va pouvoir le métaboliser, au sens métabolisme, ces changements. Donc comment est-ce qu'on va prendre soin de ce devenir? Je trouve que l'art de faire de ville. Et c'est vrai que Benoît Goetz, c'est vraiment quelqu'un c'est un philosophe qui a écrit un livre formidable sur la dislocation, qui est un des livres les plus cités dans les écoles d'architecture, parce qu'il a vraiment mis en évidence, on travaille beaucoup sur Le Corbusier d'ailleurs, sur la question que habiter, c'est aller de lieu en lieu. C'est qu'on n'est pas ancré, c'est-à-dire que le propre de l'humain, c'est d'être mobile. Il est à la fois, il se pose quelque part, il est situé quelque part, mais il se déplace aussi. Et même s'il ne se déplace pas physiquement, mais en même temps, il va pouvoir se déplacer mentalement. Et beaucoup de gens vont bouger, d'ailleurs, pour gagner sa vie, pour comprendre, pour découvrir le monde. Les humains ont voyagé, ont toujours bougé. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de migrations qui sont au contraire forcées. Et c'est vrai qu'il a toujours travaillé cet art de faire architecture dans la dislocation, ou la théorie des maisons, dans sa théorie des maisons, l'art de la ville, en mettant aussi l'accent sur l'importance de la beauté. C'était très important parce que c'est quand même assez intéressant que le New European Bauhaus a réinstauré dans les écoles d'architecture, aujourd'hui, bien le durable, ça y était déjà, l'inclusivité aussi, certainement l'inclusion au sens des classes sociales, des âges. Certainement, aujourd'hui, on va rajouter le vivant, donc ce qui n'est pas humain, ou toutes les autres formes de vie que les humains, pour être plus juste, mais la beauté qui est... c'est vrai que dans les écoles d'architecture, souvent on parle d'esthétique, on parle d'éthique, plus difficilement de beauté. Et c'est vrai que le New European Bauhaus, il le remet au cœur, alors qu'en fait, tout le monde parle de la beauté. Un petit enfant, il dit c'est beau. Dans la vie ordinaire, quand on ne se contrôle pas, on va dire c'est beau. Alors justement, quelqu'un pose la question, qu'est-ce qui fait qu'une ville est belle et agréable? Est-ce quantifiable par des indicateurs? Tu veux répondre? Qui veut répondre? C'est une question complexe, mais il y a forcément des classements. Et vous savez, toutes les villes, et on regorge au plan international de classements. Donc il y a forcément un classement qui a fait des statistiques sur ce point. Et donc, par conséquent, il y a des réponses précises, quantifiées, et des indicateurs qui peuvent nous éclairer sur cette question-là. Moi, je crois que la ville belle, c'est aussi une ville agréable, inclusive, apaisée, agile. Je crois que, pour rebondir sur deux termes qui étaient avancés par Chris Younes, c'est la première vision associée à cette relation très ombilicale entre le monde humain et le non-humain,
d'accord, comment ces deux notions peuvent être finalement fondamentalement intimement reliées l'une à l'autre, hein, et qui posent en réalité une nouvelle condition pour produire la ville. Hein. C'est aussi derrière ça le One Health qui prend une émergence particulière et qui nous affecte. Hein. Le One Health, c'est une même santé pour les acteurs de la santé publique, environnementale et animale, dans un tout collectif, et qui nous invite à un changement radical d'une relation de l'homme à la nature et à sa relation au non-humain. Et puis, c'est aussi deux enjeux. Je crois que ça rejoint ce que c'est qu'une ville belle. C'est penser le paysage comme un élément révélateur d'une nouvelle écologie urbaine. Je crois que fondamentalement, le paysage est un des outils et un nouveau modus operandi pour penser la ville. Encore une fois, dans une ville qui sera en capacité d'intégrer et de qualifier ces structures, ces entités paysagères. Qu'est-ce qui fait territoire au regard de sa géographie? Et puis, c'est une ville qui est en capacité aussi de réguler, réorganiser la question de ses ressources et l'enjeu du métabolisme urbain qui est un des points saillants. Le métabolisme urbain, c'est j'analyse quels sont les entrants, quels sont les sortants associés à un territoire. Quand on regarde la métropole de Lille, 55% des matières de la construction proviennent d'autre part que son territoire de proximité de la région des Hauts-de-France, et par conséquent on peut se poser la question de ces matériaux, de sa provenance, à l'heure où on va interroger la question des relations aux circuits courts, aux filières, et qui vont poser différemment la relation à son territoire. Alors, je passe à la question suivante. Une personne demande: que pensez-vous du concept de convivialité au sens d'Ivan Illich? En quoi ça nous aide? Et c'est un concept magnifique. Ivan Illich a été, dans ma génération, ça a été celui qui a quelque part porté aussi un regard très critique sur le devenir des sociétés, sur leur technicisation. C'est pas l'invention scientifique ni l'invention technique qui sont mises en cause. C'est le fait de remplacer, finalement, de fabriquer des machines où la part de l'humain se trouve annihilée quelque part. Donc les critiques qu'a pu faire Ivan Illich sur l'école, sur l'hôpital, le travail qu'il a fait sur l'eau, enfin, tous ces travaux sont magnifiques. Et il a enclenché, s'est enclenché à partir de ses réflexions et de son travail et de sa propre histoire personnelle, aussi tout ce mouvement autour du convivialisme. Et le mot lui-même, il est d'une grande puissance, parce que c'est vivre avec. Et vivre avec d'une façon où on va partager les choses. Donc c'est quand même l'idée d'établir des rapports d'un autre ordre. Parce que je pense que s'il y a moins de désirabilité, par exemple pour certaines mégapoles et métropoles, c'est précisément parce que ce qui va être remis en cause, c'est peut-être la capacité de rétablir finalement des formes de convivialité. Ce qui, moi, je pense qu'on peut toujours établir des convivialités partout, n'importe où. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être plus difficile. Beaucoup de gens aujourd'hui témoignent, et j'en connais autour de moi, et souvent de jeunes couples, ils veulent, bon, on reprend la question du départ, ils veulent changer de vie, ils veulent quitter une forme de ville, comme par exemple Paris, non seulement parce qu'elle est trop chère, mais aussi parce qu'elle est trop dure, et ils veulent que leurs enfants soient dans un autre rapport avec finalement la nature, c'est-à-dire qu'ils rencontrent des grenouilles quand ils vont à l'école, qu'ils puissent jeter des pierres dans l'eau, qu'ils puissent faire des glissades, et que quelque part la vie soit autre. Donc c'est pas le rejet de la ville, mais c'est retrouver d'autres formes de taille. Et d'une certaine manière, le convivialisme, il a enclenché l'idée que c'est les liens qu'on va établir avec d'autres humains qui sont très précieux. Parce que beaucoup de gens souhaitent retourner dans des villes de taille intermédiaire, donc c'est très difficile de donner des chiffres, mais qui ne seraient pas justement trop puissantes ou trop grosses, trop nombreuses, trop démesurées,
pour retrouver une qualité de lien avec les autres, pour refabriquer, et d'ailleurs on voit renaître le quartier dont on pensait qu'il allait disparaître à une époque, on revoit renaître des échelles de proximité. Parce que je pense que c'est très très important de revenir parmi les nouvelles tendances qui sont précieuses. Bon, ne plus artificialiser les sols, c'est très précieux, mais être très précautionné dans l'utilisation du sol fertile, c'est extrêmement important. Mais va être extrêmement important aussi de retrouver des échelles de proximité qui font qu'on va pouvoir cultiver des rapports humains de qualité et retrouver des marges de manœuvre aussi pour quelque part participer de la politique du lieu où on habite, ou se sentir concerné pour retrouver une taille politique quelque part, pour retrouver cette dimension un peu démocratique où on va pouvoir se voir, s'envisager, s'échanger, être en désaccord. Et ça, c'est très très important pour éviter qu'on cultive la haine de l'autre. Vous voyez, c'est quand même tout à fait effrayant de se dire qu'on pourrait aussi, finalement, dans notre 21e siècle, face à la peur qui monte, qui est très forte, par rapport aux inquiétudes climatiques, à toutes les inquiétudes qui nous entourent, elles sont énormes, et dans des temps très courts, de se dire, ben oui, face à la peur, et on le sait, on va chercher des personnalités fortes qui vont quelque part imposer une loi. Donc on peut perdre toute cette dimension, cette fragilité démocratique. Je pense que la ville, elle a quand même incarné quelque part un esprit de liberté, un vent qui permettait à des esclaves, quelque part, enfin en tout cas à des serfs, à des gens qui n'étaient pas libres, de pouvoir conquérir leur liberté. Et c'est vrai qu'elle est porteuse d'un idéal, la ville. Et cet idéal de la ville qui est un lieu de liberté, il faut qu'il porte effectivement aussi cet idéal, on peut dire républicain au sens, mais vraiment d'une fraternité ou d'une sororité, hein, pardon des deux quand même, et d'une équité, hein, vraiment, c'est de quelque chose qui fait que... Mais ça, c'est une utopie, mais c'est une utopie possible, puisqu'elle est... Et je pense que la ville, quelque part, elle a porté ça quand même. Et donc aujourd'hui, beaucoup de gens recherchent aussi des échelles de territoire qui seront des échelles pour pouvoir être citoyen, citoyenne, parents. Enfin, ça serait bien qu'on puisse en débattre d'ailleurs avec tous ceux qui sont dans cet amphithéâtre, parce que je pense que c'est une question vraiment ordinaire, quotidienne, qui nous concerne tous. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous, Jean-Baptiste Marie. On va devoir clôturer, c'était passionnant. Merci de nous donner de l'espoir et puis des idées pour être créatifs, chacun dans nos domaines. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain AREP Talk.